Hello and welcome to another episode of India. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Mais au minimum, vous pouvez regarder l'émission, l'aimer, la partager et laisser un commentaire. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Vijay Prashad. Le Dr Vijay Prashad est historien, journaliste, commentateur politique et directeur de l'Institut tricontinental de recherche sociale. Vijay, bienvenue à nouveau dans l'Inde et la gauche mondiale. Vijay, welcome back to India and Global Left. C'est un plaisir d'être avec vous. J'adore discuter avec vous. Alors c'est parti. I must start on Palestine. Je dois commencer par la Palestine. Nous avons parlé du génocide, mais aussi de ce qui se déroule depuis la première phase du soi-disant cessez-le-feu. De nombreux analystes y voient simplement un cadre pour un échange de captifs et pas grand-chose de plus. Je suis très curieux d'entendre votre avis sur les événements récents. What are your thoughts on what has happened recently? Eh bien écoutez, la première chose qu'il est important de reconnaître, c'est qu'après 734 jours, il est vraiment crucial qu'un cessez-le-feu du côté israélien soit mis en place, parce que c'est ridicule. Je veux dire, ils ont détruit environ 85% des systèmes d'égout et d'eau à Gaza. Ils ont détruit quelque chose comme un demi-million de bâtiments. D'accord? Peut-être 300 000. 330 000 bâtiments ont été très gravement endommagés et environ 190 000 bâtiments ont été complètement rasés. Nous ne connaissons même pas le nombre exact de morts. Les autorités palestiniennes parlent d'environ 69 000, mais je pense que c'est une énorme sous-estimation. Et puis il y a les personnes blessées, très grièvement touchées, traumatisées. Faites le calcul. Vous savez, j'ai lu un rapport d'une organisation palestinienne qui a examiné des images satellites des tentes, où les tentes ont été déplacées depuis le cessez-le-feu. Et c'est déchirant de penser que les gens ne font que passer d'un groupe de tentes à un autre. Il n'y a nulle part où vivre. Donc le cessez-le-feu en lui-même doit être accueilli favorablement. L'arrivée de l'aide doit être accueillie favorablement. Le problème, et c'est quelque chose de très difficile à expliquer aux gens, que du côté israélien, rien n'a changé. Ils utilisent le fait que certains corps de prisonniers capturés par le Hamas, le djihad islamique et d'autres n'ont pas été rendus pour ralentir l'acheminement de l'aide. Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé en 2014. Après le bombardement israélien de Gaza, une grande conférence a eu lieu en Égypte, la conférence du Caire sur Gaza. Ils ont promis près de 5 milliards de dollars. Puis les Israéliens ont insisté pour créer ce qu'on a appelé le mécanisme de reconstruction de Gaza. Et ce mécanisme était contrôlé par les Israéliens. Au final, seulement 48% des fonds de reconstruction ont pu être acheminés. 48%. Je veux dire, cette fois, l'estimation pour la reconstruction s'élève à environ 53 milliards de dollars. Mais si les Israéliens retiennent les camions, ne leur permettant pas d'entrer avec de la nourriture et de l'eau, je ne pense pas qu'ils permettront la reconstruction. Ils ne sont pas intéressés par un cessez-le-feu. C'est important de le dire. Mais je suis content, pour l'instant, que la plupart des bombardements aient cessé. Beaucoup de gens craignent qu'Israël ne revienne à la période précédant le cessez-le-feu, en reprenant essentiellement le génocide une fois les 20 corps restitués. Je devrais également souligner qu'Israël a déjà commencé à attiser la rhétorique autour de l'un des 4 corps rendus aujourd'hui, affirmant qu'il ne correspond pas aux données médico-légales attendues et prétendant que les Palestiniens n'ont pas tenu leurs promesses. L'équipe de négociation a indiqué que tout ce processus de restitution des corps serait de toute façon difficile, car le génocide a détruit les bâtiments où les captifs étaient détenus.
Malgré tout, beaucoup craignent qu'Israël ne recommence bientôt le génocide. D'autres analystes estiment que cela pourrait ne pas se produire, étant donné le rôle que Trump s'est lui-même attribué comme principal architecte du cessez-le-feu. Quelle est votre opinion sur la possibilité qu'Israël relance le génocide? C'est un très très bon point. Tout d'abord, je dirais que le génocide se poursuit parce qu'ils retiennent l'argent de l'aide. Ils bloquent les camions, les empêchant d'entrer. Je veux dire, les Israéliens sont revenus sur les termes du cessez-le-feu presque immédiatement. Oui, donc le génocide continue de la manière que nous avons observé ces derniers mois, par la famine. Il y a encore, je ne sais pas, peut-être 10 000 femmes enceintes et mal nourries. L'ONU a déclaré il y a 2 mois que ces femmes vivaient dans des conditions de famine. Et aujourd'hui, elles sont encore profondément mal nourries, peut-être toujours dans des conditions de famine. Les enfants souffrent de malnutrition, la nourriture n'arrive pas. Vous savez, ils essayent d'éliminer cette population. Donc le génocide continue. Ce n'est plus par les bombes maintenant, c'est par le passage frontalier. Ils n'ouvrent pas Rafah, par exemple, dans la partie sud menant à l'Égypte, ce qui est très important, car le passage de Rafah devait, selon l'accord de cessez-le-feu, permettre aux personnes ayant un besoin urgent d'assistance médicale de traverser vers l'Égypte, d'aller au Caire, et ainsi de suite. C'était la condition de l'accord, et ils n'autorisent pas l'ouverture de Rafah. De plus, une aide ouest de Turquie pour le passage de Rafah. C'est exact, car lorsque vous fermez Rafah, la plupart de l'aide provenant de sources non israéliennes doit passer par Israël, ce qui signifie qu'il s'agit généralement d'organisations humanitaires. Mais l'essentiel de l'aide passerait par Rafah, et ce point de passage n'est toujours pas ouvert. Ainsi, le génocide se poursuit à travers les conditions de famine, à travers le refus de soins médicaux. Je veux dire, il n'y a qu'un seul véritable centre médical en activité à Gaza, un seul, sur des dizaines. Donc cela continue. Maintenant, ce que vous dites, c'est qu'avec la reprise des bombardements, eh bien, Israël a tout mis en place pour recommencer et faire ce qu'il veut, parce que toute cette histoire de preuves médico-légales est ridicule. Il y a 55 millions de tonnes de gravats. Comment pouvez-vous attendre de n'importe quelle organisation, sans même parler du Hamas et du djihad islamique, qu'elle soit capable de fouiller les décombres pour retrouver des survivants? Ce n'est pas leur formation, ce sont des combattants, vous savez. Ils ne sont pas formés pour ça. Donc, sans même mentionner le Hamas et le djihad islamique, personne d'autre n'en est capable pour le moment. Nous n'avons pas d'experts internationaux sur place essayant de déplacer les gravats pour retrouver des corps. C'est absurde. C'est même malveillant en réalité dans son intention. Et quand on dit que Trump est l'obstacle à la poursuite de la violence, il faut se rappeler que le Hamas, Trump a été mis de côté par Netanyahou lorsque les Israéliens ont bombardé le Qatar. Oui, le Qatar. Enfin, bon sang, il y a une base militaire américaine là-bas. Regardez ce que j'ai dit, cela peut être complètement inexact. Trump a été mis de côté lorsqu'ils ont bombardé le Qatar. Regardez, quand les Israéliens ont bombardé cette maison au Qatar, ils ont affirmé que c'était une maison du Hamas. En effet, certaines personnes du Hamas ont été tuées là-bas, mais pas la direction. Je veux dire, comment est-ce possible? Disons-le ainsi. Comment est-il possible qu'une base militaire américaine se trouve sur la trajectoire de vol des missiles visant cette maison? Comment est-il possible que la base militaire américaine n'ait pas tiré un seul dispositif de protection antimissile? Pas un seul. Je ne parle même pas d'un missile Patriot, car ils ont des batteries Patriot là-bas. Je veux dire, même pas un déflecteur n'a été tiré. Vous savez, quelque chose qui aurait pu brouiller le missile. Dernier terroriste. Oui, donc cela me pousse à croire que Trump joue également un jeu très duplice.
Ils ont probablement donné la permission aux Israéliens de frapper cette maison. Puis dans l'accord qu'ils ont conclu, on dit « Pourquoi avez-vous frappé la maison? Venez à la Maison-Blanche, présentez vos excuses aux Qataris. » En d'autres termes, si les Israéliens vont reprendre les bombardements, c'est qu'ils ont eu le feu vert de Trump. Je ne pense pas que ce soit une situation où Trump les en empêche. Et les États arabes du Golfe, les deux principaux, l'Arabie saoudite et le Qatar, étaient autrefois ceux qui intervenaient pour dire « Écoutez, ça suffit, passons maintenant à la reconstruction. Vous avez causé assez de dégâts, organisons la conférence sur la reconstruction. » Mettons une partie de notre excédent là-dedans, et ensuite, nous contrôlerons encore davantage le Hamas et le djihad islamique, en marginalisant toutes les organisations laïques. C'est toujours dans l'intérêt des Saoudiens et des Qataris, tu sais. Donc tu vois, ils sont complètement soumis dans ce cas. Ils ne semblent pas avoir de poids politique. Regarde ça, tu viens d'être bombardé et tu n'as rien dit. Donc je ne pense vraiment pas que quelqu'un soit là pour se lever et dire ne relancez pas ce génocide par les bombardements, vous le faites déjà par la famine. Ne le relancez pas par les bombardements. Tu vois, je veux dire, je poserai encore la question, je ne sais pas où sont les pays du Sud global dans tout ça. Ils n'ont vraiment rien dit. Et il faut se rappeler que les forces d'occupation n'ont pas quitté une grande partie de Gaza. Elles occupent encore 50% de Gaza même. Cela s'ajoute à l'occupation de longue date de la Cisjordanie. Même dans les termes et conditions convenus, elles maintiennent une zone tampon à l'intérieur de la bande de Gaza. Si toutes les conditions étaient remplies, elles conserveraient tout de même cette zone tampon à l'intérieur de la bande de Gaza. Et la moitié des 600 camions d'aide alimentaire convenus dans ces termes et conditions ont également été bloqués, ce qui est déjà largement insuffisant. De plus, des estimations récentes indiquent qu'il y a environ 250 000 de tonnes de décombres. Vous avez parlé de 55 millions de tonnes, donc c'est probablement bien plus élevé. Vous avez mentionné où est le Sud global. You mentioned about where is the global south. Let me ask you about our Permettez-moi de vous interroger sur notre stratégie à venir pour maintenir cet élan, car j'ai le sentiment, en ayant couvert ce sujet en tant que petite plateforme indépendante, que nous avons remis en question les grands médias sur la question palestinienne dans une large mesure. Une solidarité mondiale considérable s'est manifestée autour de cela. Elle aurait pu être plus forte, elle aurait dû l'être, mais nous voyons encore aujourd'hui des manifestations en Italie alors que se déroulent les qualifications pour la Coupe du Monde contre la participation de l'équipe israélienne. Mais je crains que les gens ne rentrent chez eux et n'oublient le sujet. Alors, pour la communauté internationale, comment pouvons-nous capitaliser sur l'élan créé par la résistance contre le génocide sur le terrain afin d'exercer davantage de pression sur Israël? Je veux dire, écoutez, la première chose que je dirais, c'est qu'il est important de comprendre que ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en lumière la rapidité absolue des médias occidentaux. Ce matin, j'ai allumé la BBC et il diffusait une histoire très intéressante sur un otage israélien rentrant chez lui. Il avait manqué les anniversaires de ses enfants, etc. Un très beau reportage. Ensuite, pour équilibrer, ils sont passés à une histoire palestinienne que j'ai trouvée très bien couverte, avec des journalistes sur le terrain. C'est Lucy Williamson qui a réalisé ce reportage. Et ce qu'ils ont dit, c'est que pendant que ce prisonnier palestinien était détenu pendant 20 mois, au cours des 10 premières heures, il était nu, ligoté et battu, côte brisée, et ainsi de suite. Pendant 20 mois, il a été détenu. L'officier du renseignement israélien qui le harcelait lui a dit « Regarde, voici des photos. Nous avons fait exploser ta maison, nous avons tué ta femme, nous avons tué tes enfants, nous avons tué toute ta famille. »
Et en réalité, ce n'était pas vrai. Alors quand il est sorti, le journaliste de la BBC a dit qu'il avait l'air complètement hébété en entrant dans Gaza. Puis lorsqu'il a vu sa femme et ses enfants, il était totalement déconcerté. Personne ne l'avait préparé à cela. La torture qu'il a subie le marquera à jamais. Lucy Williamson termine l'histoire en disant qu'il s'est réveillé à 5 heures du matin, paniqué, ce premier jour. Il n'arrivait pas à croire qu'il était chez lui. C'était une très belle histoire, oui. Mais elle était bien sûr encadrée par d'autres récits, bien plus poignants sur les otages israéliens qui étaient rendus, les corps, ceci, cela et le reste. Mais j'étais très heureux de voir cette histoire. Et la raison, c'est qu'il y a eu des manifestations massives en Grande-Bretagne. Ce sont ces manifestations massives qui ont forcé la BBC à reconnaître que les Palestiniens sont des êtres humains. Vous savez, ce que vous faites contribue en partie à pousser les médias dans cette direction. Donc je ne serai pas si modeste, et ainsi de suite. Je pense que la dynamique doit continuer. Mais à la fin du mois de septembre, quelque chose d'intéressant s'est produit. L'autorité palestinienne, aussi limitée soit-elle, a officiellement déposé sa candidature pour devenir membre des BRICS. En quelques heures, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré « Nous pensons que c'est une très bonne idée. Nous allons accepter la Palestine au sein des BRICS. » Nous sommes donc à un moment intéressant, car c'est maintenant que l'Inde doit se positionner. Voyons ce que fera l'Inde lorsque la question de l'adhésion aux BRICS sera soumise au groupe, n'est-ce pas? Je veux dire, l'Inde dira-t-elle oui à l'entrée de la Palestine dans le projet des BRICS? Je pense que l'Inde est le seul pays du groupe qui pourrait hésiter. Vous savez, ces derniers temps, après une longue période de silence relatif, le gouvernement Modi s'est montré extrêmement loquace. Vous savez, Modi lui-même souhaitant un joyeux anniversaire à Netanyahou. Netanyahou lui rendant l'appareil, la délégation commerciale israélienne en Inde, où ils ont signé un accord commercial au cours de ces derniers mois, vous voyez. On dirait donc que l'Inde relance ou redynamise sa relation avec les Israéliens, qui avait été un peu discrète au plus fort des bombardements. L'Inde était restée silencieuse, réticente à sortir pour dire « Bien joué Netanyahou, bien joué Netanyahou ». Il y avait eu une sorte de silence. Et puis au cours des 2 derniers mois, il y a eu ce bavardage venant d'Inde. Et ce bavardage me laisse penser qu'il y aura un affrontement au sein du processus des BRICS, car je pense que l'entrée de la Palestine serait sur le plan diplomatique d'une importance énorme, encore plus grande que le fait que la Grande-Bretagne et d'autres pays déclarent soutenir la solution à 2 États. Nous reconnaissons l'État de Palestine. C'est encore plus important que cela, car alors tout le poids de la Chine et de la Russie serait derrière la Palestine. Et je pense que c'est nécessaire. Ça n'a pas existé sur le plan institutionnel. Vous savez, le fait que la Palestine fasse partie du processus de l'ONU n'a pas vraiment apporté beaucoup de résultats. Je dirais que le secrétaire général de l'ONU a été extrêmement décevant pendant cette période. Ses déclarations publiques ont toutes porté sur la terrible violence infligée aux Palestiniens, mais sur le plan diplomatique, il n'a vraiment rien fait. Je veux dire, il n'est pas sorti pour dire aux Israéliens « c'est contraire à la loi ». C'est, vous savez, il y a la CIJ. Je ne l'ai pas vu porter la CIJ au niveau où il aurait dû le faire. Vous savez, sans Francesca Albanese comme rapporteuse spéciale sur les territoires palestiniens, il n'y aurait pas vraiment de voix forte des Nations Unies sur le sujet. Donc je pense que cette initiative des BRICS est possiblement le meilleur développement diplomatique en cours pour les Palestiniens. Quant à savoir si la Ligue arabe sera capable d'agir ou non, c'est une autre question. Je veux dire, elle a été complètement inutile pendant toute cette période. La Ligue arabe a été inutile. L'ONU n'a pas non plus été capable d'agir politiquement. Donc je pense que cette manœuvre très habile des Palestiniens
consistant à demander leur adhésion aux BRICS, et le fait que les Chinois aient immédiatement déclaré qu'ils l'accueillaient favorablement, constitue un développement très intéressant dans la complexité du Sud global. Je pense que ça soulève une question intéressante à laquelle je n'avais pas réfléchi auparavant. Mais puisque vous avez parlé des BRICS et de la Palestine, je suis simplement curieux. Quelle est votre évaluation des BRICS tout au long de ce génocide? Personnellement, j'ai le sentiment que les BRICS auraient pu s'exprimer davantage en tant que plateforme contre cela. Bien sûr, on peut parler des pays individuellement, mais en tant que plateforme, j'ai trouvé cela décevant. Je me demande ce que vous en pensez. Et selon vous, est-ce lié à des pays comme l'Inde, ou bien la dynamique politique que nous observons ne s'est-elle tout simplement pas encore cristallisée? Eh bien, écoutez, la première chose à dire, c'est que le sommet au Brésil a été très houleux, car il ne s'agit pas seulement de l'Inde, il s'agit aussi de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est prudente sur la question palestinienne, extrêmement prudente. Une plateforme est composée des personnes qui en sont membres, n'est-ce pas? Et au sein des BRICS, je pense que maintenir ensemble l'Iran et l'Arabie saoudite a été un défi, même si les Saoudiens ne sont pas des participants à part entière. Cela a été un défi. Et je pense que l'Inde a vraiment freiné toute position forte émanant du processus des BRICS. En ce moment, il y a 2 membres à part entière qui ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter vis-à-vis des Palestiniens. Et ce sont l'Égypte, qui parle souvent au nom de l'Arabie saoudite. L'Égypte est membre à part entière et parle au nom de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Ces 2 pays ont des points de vue opposés. Ils s'opposent tous 2 au génocide d'une manière ou d'une autre, mais ils le comprennent différemment. L'Égypte, par exemple, souhaiterait probablement voir un Hamas désarmé, du moins en apparence. Ce n'est pas une position avec laquelle l'Iran serait d'accord. Les Émirats arabes unis, également membres à part entière des BRICS, aimeraient très probablement voir un Hamas désarmé eux aussi. Ce n'est pas une position que, selon moi, l'Afrique du Sud accepterait en ce moment, car l'Afrique du Sud considère que, elle-même a mené une lutte armée, l'AMC, contre le régime d'apartheid. On ne peut pas se retourner et dire « Vous savez, il suffit de se rendre aux Israéliens ». Donc je pense qu'il n'y a pas d'unanimité de point de vue, c'est pourquoi je pense... Et d'ailleurs, les Palestiniens étaient observateurs au Brésil. Ils ont envoyé un observateur. Mais je trouve intéressant que la Palestine participe au processus, ou du moins conteste cette candidature, conteste ces pays. Car si l'on découvre que l'Inde ou l'Égypte ont bloqué l'entrée de la Palestine dans les BRICS, cela aurait certaines conséquences. Et je pense que tout dépend de ce que fera le peuple égyptien. Vous savez, le peuple égyptien est resté remarquablement silencieux tout au long de cette affaire. Au moins en Inde, il y a eu quelques manifestations, oui, de petites, principalement menées par la gauche, mais tout de même, quelques manifestations. Je pense que si l'Inde s'oppose à l'entrée de la Palestine dans les BRICS, ce serait une raison pour que les gens descendent dans la rue. Vous savez, ce serait une très mauvaise décision du gouvernement indien. D'un côté, on souhaite un joyeux anniversaire à Netanyahou pendant qu'ils anéantissent des familles entières à Gaza, et de l'autre, on refuse à la Palestine l'accès à un processus économique et politique important. Franchement, c'est absurde. Personne ne demande à Modi d'envoyer des vœux d'anniversaire à Mahmoud Abbas. Je m'en fiche un peu en fait. Oui, je trouve ça un peu bizarre qu'ils utilisent X pour se souhaiter un joyeux anniversaire. Tu vois, je trouve ça étrange. Genre, qui fait ça? Est-ce que je te souhaite ton anniversaire sur X? Enfin, tu m'as déjà souhaité mon anniversaire, toi? C'est un truc bizarre, mec. Pourquoi ces dirigeants mondiaux ressentent-ils le besoin de faire ça? Nous vous adressons nos vœux pour votre anniversaire.
C'est étrange, mais ils font ça. Et ils le font sur X, pendant un génocide, alors qu'ils ne les laissent pas entrer dans les BRICS. Je pense que c'est un vrai problème. J'aimerais voir, par exemple, le groupe indien soulever cette question au Parlement en Inde, genre, c'est quoi ce truc? Un autre domaine où nous observons ce phénomène, et je pense qu'il y a ici un contexte lié aux BRICS, est l'Amérique latine. Je veux commencer par le Venezuela, car nous avons vu une série d'escalades contre ce pays de la part de l'Empire américain. Nous avons assisté hier à la 5e frappe qui a tué 6 personnes, portant le total à 27. Ils ont fait exploser un autre bateau au large des côtes vénézuéliennes. Bien sûr, l'excuse des États-Unis est qu'il s'agit de gangs de narcotrafiquants. Ils désignent arbitrairement le Tren de Aragua et d'autres comme FTO, des organisations terroristes. Cela a d'énormes répercussions pour les pays voisins comme la Colombie, mais aussi pour le Mexique, où le président mexicain a été menacé. Selon un rapport de Politico, il y a eu des pressions concernant l'envoi de troupes américaines au Mexique pour agir contre ces groupes. Ils utilisent déjà des drones. Nous constatons une pression énorme sur le Brésil et sur la Colombie dans leur ensemble. L'escalade contre le Venezuela s'inscrit dans le contexte de l'intervention des États-Unis dans la région latino-américaine au sens large et également contre les forces de gauche. Car hier, Donald Trump a déclaré qu'il demanderait au FMI de ne pas restructurer les prêts de l'Argentine si l'opposition arrivait au pouvoir après Javier Milei. Il faut replacer cela dans le contexte de la souveraineté de l'Amérique latine. Oui, eh bien je veux dire, je pense que Trump et son équipe ont un plan. Il a été exposé hier à la Maison-Blanche lorsqu'ils ont déclaré « Écoutez, les démocrates ont tourné le dos à l'Amérique latine. Et lorsqu'un gouvernement de centre-droit arrive au pouvoir, les États-Unis devraient le défendre pour que la gauche ne prenne pas le dessus et pour que les États-Unis n'aient pas à faire exploser des bateaux dans les Caraïbes. L'implication étant qu'un gouvernement de gauche est un gouvernement narco et que par conséquent, les États-Unis devraient soutenir les gouvernements de droite. Or d'emblée c'est absurde, car les principaux gouvernements qui sont des narco-gouvernements sont des gouvernements de droite. Par exemple, au Honduras, l'ancien président est actuellement en prison aux États-Unis, n'est-ce pas? Un gouvernement de droite. Je veux dire, vous savez, ce ne sont pas les gouvernements de gauche. En fait, l'administration Trump se trompe sur ce point. D'accord. D'accord. Deuxièmement, les États-Unis ont mené ce qui équivaut à des exécutions extrajudiciaires dans les Caraïbes. Ces 26, 27, 28 personnes qui ont été tuées, nous ne savons rien d'elles. Nous n'avons aucun dossier à leur sujet. Qui sont-elles? Je veux dire la drogue. Plus de 80% du trafic passe par le côté pacifique, de la Colombie au Mexique, puis aux États-Unis. De très petites quantités transitent par les Caraïbes. Ces petits bateaux de type cigarette, ce sont vraiment les bateaux de la drogue. Il me semble que ce n'est pas le cas. Nous, à Tricontinental, allons publier une étude ici en février, et nous en avons déjà publié 2, pour l'instant uniquement en espagnol, intitulée Addicted to Imperialism, qui expose largement tout cela. Vous savez, il est très probable que ce ne soit pas des bateaux de drogue. C'est une mise en scène. Ils tuent simplement des gens sans aucune preuve, de manière extrajudiciaire. Cela ressemble beaucoup aux guerres de drones dans les zones frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan, au Yémen et ailleurs, où les États-Unis tuaient n'importe qui avant de dire qu'il s'agissait de terroristes, d'Al-Qaïda ou d'autres. C'est la même chose. Ils ont simplement remplacé Al-Qaïda par des narcoterroristes. Et vous voyez, ils savent que le gouvernement de Claudia Sheinbaum, dans la continuité d'Andrés Manuel López Obrador au Mexique, est un gouvernement de centre-gauche. Alors ils veulent saper ce gouvernement. Ils l'ont dit hier. Soutenir le centre-droit, s'opposer à la gauche.
Ils vont saper le gouvernement du Mexique autant qu'ils le peuvent, en lançant des accusations de narcoterrorisme. Les vrais narcoterroristes ici, ce sont les gens qui consomment toutes ces drogues aux États-Unis, car cela crée une énorme demande. Vous savez, cette demande crée en réalité d'immenses problèmes au Mexique, en Amérique centrale, dans certaines régions d'Amérique du Sud, et ainsi de suite. Occupez-vous de votre propre problème de drogue. Pourquoi bombardez-vous des bateaux de contrebande dans les Caraïbes? Vous ne savez même pas qui ils sont. Voilà le Mexique. Ils essayent de saper le gouvernement de Sheinbaum, l'accusant elle-même d'être une narcoterroriste, et ainsi de suite. Au Venezuela, c'est une histoire similaire. Des accusations absurdes sur la drogue, sur des gangs, des narco-gangs qui n'existent même pas. Vous savez, ce sont des noms inventés par des journalistes pour saisir un certain moment. Même avant que Chavez n'arrive au pouvoir, ils avaient en quelque sorte ressuscité ces noms. J'ai écrit un article à ce sujet. Ils ont ressuscité ces vieux noms. Ils s'en prennent de nouveau à Maduro. Et puis il y a Corina Machado, vous savez, Maria Corina Machado, la personne la plus improbable pour remporter le prix Nobel, ou peut-être la plus probable. Ce prix est complètement inutile. Nous avons besoin d'un nouveau prix venu du Sud global, qui honore les gens. Par exemple, cette année, si j'avais fait partie du comité d'un prix de la paix, je l'aurais décerné aux médecins, infirmiers, journalistes, musiciens, travailleurs de la santé palestiniens, à toutes les mères, à toutes les personnes qui essayent de maintenir la société palestinienne debout pendant que ce génocide continue. J'aurais en réalité attribué le prix au peuple de Palestine. Honnêtement, cela aurait beaucoup plus de sens. Mais ils l'ont donné à Maria Corina Machado. Cela ressemble à une tentative coordonnée de la remettre en avant. Cette femme qui souhaite une attaque contre son propre pays par une puissance étrangère. C'est une trahison dans n'importe quel pays. C'est de la trahison, vous savez, appelée à une intervention militaire étrangère contre son propre pays. Et cette personne reçoit un prix Nobel de la paix. Je veux dire, en un sens, il y a une montée en tension qui prépare une... Je pense qu'il y a beaucoup d'intimidation en cours, beaucoup de manœuvres politiques en préparation. Je ne crois pas vraiment que les États-Unis aient actuellement la capacité d'envahir l'un de ces pays. Je ne pense tout simplement pas qu'ils en soient capables, parce qu'ils n'ont ni l'armée pour le faire, ni le moral nécessaire. L'armée ne sera tout simplement pas en mesure de le faire. Ils se sont retirés d'Afghanistan, se sont retirés d'Irak. Vous savez, ils n'ont même pas envahi la Libye, ils l'ont simplement détruite depuis les airs et sont partis. Je ne pense pas qu'ils aient la capacité d'envahir réellement un pays. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit envisageable. Je pense qu'autre chose se prépare, et c'est moche, très moche. Mais je ne pense pas qu'ils en aient la capacité. Un rapport du New York Times indique qu'il y a eu un débat au sein de l'administration Trump, une sorte de division entre les faucons comme Marco Rubio et, disons, modérés, n'est pas le bon mot, mais ceux qui préfèrent un changement de régime. Les faucons veulent une invasion à grande échelle. Pour l'instant, l'autre camp, celui qui prône le changement de régime, semble avoir l'avantage au sein de l'administration. Je voulais aussi commenter le prix Nobel de la paix. Étant donné la forte mobilisation en faveur de la solidarité palestinienne en Europe, on l'a vu en Espagne, en Italie et même dans certaines régions de Grande-Bretagne, c'est surprenant. Si l'on considère l'histoire des accords d'Oslo, qui ont trahi les Palestiniens par des négociations secrètes au nom de la neutralité, ils auraient certainement dû le décerner au peuple palestinien, ou aux médecins, ou à toute personne travaillant là-bas pour empêcher le génocide. Je voulais vous interroger sur l'angle russe et chinois en Amérique latine à ce moment de l'histoire. Nous avons entendu des déclarations très fermes
de la part de la Russie contre l'escalade des États-Unis au Venezuela. Et nous savons que la Chine y entretient des liens très étroits. Certains rapports indiquent que 85 à 90% du pétrole vénézuélien est destiné à la Chine, surtout compte tenu des sanctions américaines contre le Venezuela et contre d'autres pays achetant du pétrole vénézuélien. Nous venons justement de parler des BRICS comme plateforme contre l'impérialisme. Dans quelle mesure pensez-vous que les BRICS peuvent intervenir ici? Car nous voyons l'Empire américain riposter, le Brésil, par exemple, dans sa solidarité ou sa participation aux BRICS. Comment les BRICS peuvent-ils jouer un rôle en Amérique latine pour freiner les forces de l'impérialisme? Eh bien, tout d'abord, je pense que ce fut une véritable erreur de la part du président Lula au Brésil de bloquer l'entrée du Venezuela dans le projet des BRICS. C'était une erreur réelle qu'ils regretteront probablement avec le temps, car si le Venezuela avait déjà fait partie des BRICS, il aurait été beaucoup plus difficile de jouer ce jeu d'isolement. Le Mexique, bien sûr, ne peut pas rejoindre les BRICS, principalement en raison de ses engagements dans les accords commerciaux avec les États-Unis et le Canada. C'est presque impossible pour le Mexique. Et le Mexique est l'un des pays les plus importants d'Amérique latine, aux côtés du Brésil et d'autres. Mais le Venezuela est un très grand pays. Il possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, et son entrée dans les BRICS aurait été un développement intéressant. Je pense donc que c'est une question à laquelle le Brésil va devoir réfléchir. Et certainement, lors du prochain sommet, je ne pense pas qu'on puisse mettre la Palestine et le Venezuela sur la table en même temps. Ce serait compliqué, car quelqu'un du centre droit pourrait dire « D'accord, l'un peut entrer, mais pas l'autre ». Et ce serait une mauvaise décision. Il ne faut pas offrir ce cadeau à la droite, tu vois, leur permettre de choisir ainsi. Vous aimeriez que les deux rejoignent. Je ne sais pas quelle est la situation ou le scénario concernant l'entrée du Venezuela dans les BRICS. Mais assurément pour la Chine et la Russie, c'est en partie une question de prestige, surtout pour la Russie. La Russie a beaucoup investi. De la même manière que l'Iran représente une question de prestige pour la Chine et la Russie, ils ne peuvent pas se permettre d'y voir un changement de régime. Ils feront de leur mieux pour l'empêcher. Maintenant, il est difficile d'empêcher les États-Unis de bombarder un pays. Les Russes ne vont pas installer de missiles au Venezuela. Je doute que nous assistions à une crise des missiles vénézuéliennes. J'en doute vraiment. Mais ils amèneront des navires dans les Caraïbes, dans les eaux internationales, et se placeront en travers du chemin, tout comme les Russes ont envoyé des escadrons aériens à Damas. Vous savez, lorsque le bouclier russe au-dessus de Damas s'est retiré, il est devenu beaucoup plus facile pour les États-Unis et les Israéliens de faire avancer leur supplétif d'Idlib vers Damas. Beaucoup plus facile. Le bouclier russe avait empêché cela pendant plusieurs années. Donc, le bouclier russe n'est pas négligeable. C'est juste que, lorsqu'il disparaît, on devient extrêmement vulnérable. Oui, et je pense qu'il est bien présent, non seulement au Venezuela, mais aussi dans la région du Sahel en Afrique. Il existe un bouclier russe. Ils sont déterminés à empêcher l'entrée, disons, des troupes de la CEDEAO par le Nigeria vers le Niger et le Mali, et ainsi de suite. Ils ne vont pas aimer ça. Vous savez, les Chinois ont des liens très étroits avec Cuba et le Venezuela. Ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher un changement de régime dans ces deux pays. Évidemment, ils peuvent faire beaucoup plus pour Cuba, et peut-être que les Mexicains devraient en faire autant. Mais ils ne veulent pas voir ces gouvernements s'effondrer. Dans le reste de l'Amérique du Sud, eh bien, je vous parle depuis le Chili. Il y a une élection présidentielle où la candidate communiste, Janet Jara, est la candidate de la gauche. Elle a remporté la primaire de la gauche et affrontera au premier tour deux candidats de droite. L'un d'eux est plutôt un candidat de centre-droit.
Je veux dire, tu dis centre-droit, mais en réalité, c'est une candidate de droite. La raison pour laquelle tu dis centre-droit, c'est que le type, José Antonio Cast, est tellement à droite qu'il repousse un peu Evelyn Matthei vers le centre en apparence. Mais en fait, ce sont tous deux des candidats de droite. Il est probable qu'un candidat de droite et un candidat de gauche accèdent au prochain tour, le second tour. Et ensuite, tu sais, les États-Unis vont exercer beaucoup de pression, comme ils l'ont fait lors de l'élection de 1970, comme ils l'avaient fait auparavant. Tu sais, les États-Unis dans les années 1960, etc. Nous avons maintenant les documents de la CIA qui montrent qu'elle est intervenue massivement au Chili pour empêcher l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de gauche. Et je pense que puisque Janet Jara est vraiment la première communiste ayant une chance de gagner, ils vont investir beaucoup de ressources au Chili pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Ils préféreraient, je crois, José Antonio Cast, dont le père était nazi, un officier de la Wehrmacht. Tu sais, il a des sympathies pour la dictature de Pinochet. Je pense que Trump préférerait que José Antonio Cast remporte l'élection. Mais il est fort probable que ce soit l'un ou l'autre des candidats de droite qu'ils soutiendront avec leurs ressources. Les États-Unis, ayant déjà renversé des gouvernements de gauche dans les Andes, se sont assurés qu'il y ait un gouvernement de droite en Bolivie. Il y aura un gouvernement de droite au Chili, un gouvernement de droite en Argentine. Vous savez, il y a une élection en Colombie, il y aura une élection au Brésil. Vous regardez une Amérique du Sud, du moins pour l'instant, où tous les gouvernements, sauf celui du Venezuela, pourraient être des gouvernements de droite. Et il faut alors comprendre le contexte de cette immense campagne de pression contre les Vénézuéliens. Je veux dire, ils peuvent l'emporter ailleurs grâce à l'argent et à l'influence, et par la corruption via le FMI en Argentine. Mais au Venezuela, ils savent que la seule façon de l'emporter est soit par la force militaire, soit par une campagne de coups tordus. Et c'est exactement ce qu'ils ont entrepris. Nous arrivons à la fin. Nous assistons à une nouvelle escalade entre les États-Unis et la Chine dans ces soi-disant négociations commerciales. C'est un peu trompeur de parler d'une nouvelle escalade, car cela suppose que l'escalade s'était arrêtée du côté américain. Ma grande question pour vous est la suivante. Comment percevez-vous la stratégie américaine vis-à-vis de la Chine? Car ils sont clairement en train de perdre cette guerre économique qu'ils pensaient autrefois pouvoir gagner. Il existe également des factions au sein de l'élite américaine qui avaient envisagé une guerre directe des États-Unis contre la Chine. Cela ne semble pas très bien se dérouler pour le moment, bien que nous devions rester extrêmement prudents. Et enfin, ils semblent perdre dans une large mesure la guerre du récit face à la Chine. En grande partie à cause du développement chinois, des villes chinoises, de la gouvernance chinoise, et ainsi de suite. Cela ne tient tout simplement pas la comparaison avec les infrastructures défaillantes de l'Occident. Dans cette longue trajectoire, comment voyez-vous l'évolution du conflit entre l'Occident et la Chine? Eh bien, pour être honnête, il n'y a que deux stratégies possibles pour les États-Unis. La première est celle qui conduit à une confrontation militaire directe, où ils utiliseront soit la question de Taïwan, soit créeront une sorte d'incident du golfe du Tonkin quelque part le long de la côte. Cela offrirait alors une occasion d'escalade militaire, bombarder une ville chinoise ou quelque chose de ce genre. C'est une première stratégie. Je pense que c'est une entreprise insensée, car les Chinois ont la capacité de se défendre militairement. Ils ont développé leur propre système de défense aérienne de 4e génération, voire peut-être même de 5e génération à présent. Nous en avons vu une partie fonctionner dans une version antérieure au Pakistan contre les chasseurs Rafale. C'est une technologie assez sophistiquée.
Je ne sais pas si les États-Unis remporteraient une victoire facile. Ce n'est pas la technologie de l'Irak, choc et effroi. Je pense qu'ils rencontreraient des difficultés. Et comme ils possèdent de nombreuses bases militaires, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Cela signifie qu'il y a beaucoup de cibles que les Chinois pourraient frapper. Je veux dire, les Chinois pourraient attaquer toutes les bases américaines du pourtour du Pacifique qui entourent la Chine. Cela représenterait une grande partie de l'infrastructure américaine détruite. Et je ne pense pas que les États-Unis soient assez fous pour s'engager dans une confrontation militaire avec la Chine. C'est l'une des stratégies envisagées en raison de l'escalade et ainsi de suite. La deuxième stratégie consiste à convaincre la Chine de ralentir sa progression économique. L'instrument utilisé par les États-Unis dans ce domaine, c'est la monnaie. C'est ce qu'ils ont fait avec les Japonais, les accords du Plaza et du Reverse Plaza des années 1980 et 90. Ils veulent que les Chinois manipulent essentiellement leur monnaie, le renminbi, afin d'avantager le dollar, de rendre les exportations chinoises plus chères et les importations meilleur marché. Mais c'est aussi insensé, car contrairement au Japon, la Chine est un grand exportateur de biens et de services vers le monde entier. Cela ne ferait donc qu'augmenter l'inflation partout. Et puis, que comptez-vous vendre à la Chine dont elle aurait besoin? Qu'est-ce que les États-Unis vont vendre à la Chine? Je ne comprends pas. Je veux dire, quels biens et services américains ont un attrait de masse? Ils n'ont pas réussi à créer ce genre d'attrait pour leurs produits. D'accord, je veux dire, regardez, quand j'étais enfant, on se disait « Oh, tu sais quoi, je veux une paire de jeans ». Il y avait une demande refoulée. Et quand la libéralisation est arrivée, toute la classe moyenne indienne voulait certaines choses occidentales qui n'étaient tout simplement pas disponibles. En Chine, il n'y a pas de demande refoulée. Tout le monde de la publicité, que ce soit sur WeChat, Weibo, RedNote ou autre, se concentre sur les biens et services chinois. Ils ne regardent pas vers l'extérieur. Je parle des masses, pas des grandes élites qui peuvent vouloir, vous savez, des produits de luxe. Mais ces produits ne sont même pas américains. Ils viennent d'Europe. Oui, ils veulent des biens et des services haut de gamme, des stylos Montblanc coûteux et ce genre de choses. Mais la masse des gens ne veut pas de produits américains. Je ne comprends pas. Les deux stratégies que les États-Unis ont adoptées sont, à mon avis, vraiment mal orientées. Elles n'ont aucun sens pour moi. La stratégie militaire est la plus dangereuse, évidemment, parce qu'il s'agit de deux grandes puissances. Nous ne voulons pas avoir de conflit. Je ne sais pas ce que feraient les Russes s'il y avait un conflit, disons, qui impliquerait la partie russe de la Chine, car vous avez peut-être vu cela. Il y a un immense mouvement de population en Russie vers cette région du monde, la Sibérie, où se trouvent d'énormes opportunités économiques, des échanges avec la Chine et ainsi de suite. Je ne sais pas comment ils réagiraient s'il y avait une attaque, disons, contre des villes comme Arben, dans le nord de la Chine. Je n'en sais rien. Donc l'option militaire n'est vraiment pas quelque chose qu'il faut considérer comme réaliste. J'aime dire aux gens que c'est une option irréaliste pour les États-Unis. Le renforcement militaire est diplomatique. Il n'est pas vraiment destiné à un usage militaire. Ce serait suicidaire. Et ensuite, sur le plan économique. Bonne chance, les gars. Je veux dire, d'abord, les États-Unis doivent fabriquer des produits que les gens veulent vraiment, vous savez, qui ne soient pas trop chers. Je veux dire, il est fort probable que toi et moi utilisions des ordinateurs américains, très probablement des ordinateurs fabriqués par des entreprises américaines. Je ne sais pas ce que tu utilises. Moi, j'utilise un ordinateur américain. Mais tu sais, le prochain ordinateur que j'achèterai ne viendra peut-être pas des États-Unis. Les ordinateurs sont trop chers. Ils sont moins chers en Corée, en Chine, et ainsi de suite. Oui, ils sont infiniment moins chers, ces produits.
Alors qu'est-ce que les gens vendent depuis les États-Unis? Comment vas-tu rivaliser avec ça? Il faut vraiment y réfléchir. Tu peux pas gagner sur ce terrain-là. Tu gagnes sur des choses comme les films ou Netflix. Certaines plateformes remportent un succès mondial. Les gens continuent de consommer des biens et des services, surtout des services, via des plateformes américaines. Bien sûr, c'est une grande source de revenus. Concentre Umar Abedlat our first step tour, que sur Bournemouth, la Chine. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire par États-Unis. Tu veux dire Apple? Eh bien, des choses comme Apple, qui ne sont pour la plupart pas produites aux États-Unis même. Oui, mais ça reste une entreprise américaine. Je veux dire, le fait est que les États-Unis ont certains, désolé d'utiliser un terme néoclassique, mais certains avantages comparatifs. Pourquoi ne se concentrent-ils pas là-dessus? Qu'ils se concentrent sur la reconstruction du pays, sur la remise à niveau des infrastructures, sur la recherche de services dont les gens du monde entier voudraient profiter. Vous savez, comme je l'ai dit, les États-Unis ont actuellement un avantage énorme dans le domaine du divertissement. Oui, qui s'appuient là-dessus. Je veux dire qu'ils produisent des services dans ce domaine. Je pense à Netflix, vous voyez, et ainsi de suite. Tous, HBO, peu importe lesquels, ce sont toutes des plateformes américaines, non? Je veux dire, aucun d'entre nous ne regarde ou n'est diverti par des plateformes qui ne sont pas américaines, sauf si vous regardez des trucs piratés, d'accord? Et même dans ce cas, certaines d'entre elles profitent probablement encore à des intermédiaires américains. Mais le point, c'est que vous avez un avantage comparatif aux États-Unis, Monsieur Trump. Concentrez-vous là-dessus. Pourquoi essayez-vous d'intimider les gens pour les pousser à régresser dans leur développement? Ils vont pas faire ça. Ils veulent se développer. Et dire que, vous savez, votre climat ou vos pollueurs au carbone sont le problème, c'est absurde. Vous savez, allons à Berlin, parlons encore une fois de la question de l'atténuation. Tu sais où sont passés les centaines de milliards de dollars destinés au Fonds pour le climat? Pourquoi cela n'est-il pas entièrement pris en charge? Tricontinental vient de publier un dossier montrant que ce n'est pas une question de climat, mais de capitalisme. Nous devons y réfléchir profondément. Quels usages de la planète acceptons-nous et lesquels refusons-nous? Voilà les questions cruciales de notre époque, pas la Chine. La Chine n'est pas la question cruciale, Trump. La question cruciale, c'est la planète a-t-elle un avenir? Nous allons nous arrêter là, Vijay. C'était une conversation intéressante. Merci beaucoup pour votre temps. Merci infiniment. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyal Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement.